Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Les Déconspirateurs, l'émission générique. Une nouvelle fois avec Tristan Monastran et Rudy Reichat, nous sommes plongés dans la complosphère pour vous aider à y voir plus clair. Bonjour Rudy. Bonjour David. Bonjour Tristan. Bonjour à tous. Alors on enregistre cette émission le 17 juin, au moment où depuis 4 jours Israël a lancé une attaque contre l'Iran. Donald Trump ce matin a mis fin à un G7 pour rentrer à Washington et puis finalement prendre des décisions, c'est ce qu'il a dit autour de l'Iran. Alors autour de ce conflit Israël-Iran, pour le moment on a surtout assisté à de la désinformation, à beaucoup de désinformation, à cette idée que Netanyahou avait quitté Israël avec son avion pour aller se mettre à l'abri, que ou des le contraire missiles, d'ailleurs, ou que les Mollahs étaient en train de faire la même chose. Voilà, donc on a eu beaucoup de désinformation. Est-ce que vous avez vu tous les deux déjà émerger des théories du complot ? Alors pour l'instant, on est sur les prémices de cette crise internationale qui est absolument majeure aujourd'hui. Sur des théories complotistes, on n'a pas vu de traction particulière. Il y a évidemment des théories qui flottent, mais bon, pas de choses qui ont pour l'instant, irradié toute la complosphère et qui sont des thématiques récurrentes sur lesquelles ils reviennent systématiquement, parce qu'on est aux prémices de cette séquence. Mais on a là tous les ingrédients, en tout cas à mes yeux, de quelque chose qui va inévitablement impacter la complosphère internationale. Pourquoi ? À plusieurs niveaux. D'abord parce qu'on a des acteurs qui sont un centre d'intérêt pour la complosphère internationale. On a Israël, on a l'Iran. On a surtout, à mes yeux, une sorte de positionnement qui va être assez complexe. La complosphère qui va être questionnée sur sa légitimité. Ou sur les centres d'intérêt qu'elles peuvent avoir. Parce qu'il y a deux belligérants qui sont opposés et une partie de la complosphère peut être attirée d'un côté et une autre partie de la complosphère de l'autre. Et il va falloir que le centre de gravité se situe dans cette problématique. Est-ce qu'on va soutenir Israël contre l'Iran ou est-ce qu'on va plutôt soutenir l'Iran contre Israël ? Et on voit bien qu'on a deux familles de pensée dans la complosphère qui sont incompatibles les unes avec les autres et qui causent des frictions même aux États-Unis. On voit qu'il y a des frictions maintenant aujourd'hui toutes récentes entre Trump et Tucker Carlson. Trump qui semble être un en guerre contre l'Iran et qui soutient évidemment Israël. Semble soutenir Israël. Et puis on a un Tucker Carlson, comme un Alex Jones, et comme beaucoup d'ailleurs de figures, Candace Owens, de figures qui sont plutôt super anti-israéliennes. Alors chacun se nourrit évidemment avec un tropisme particulier qui est évidemment, est-ce qu'on est plus antisémite que anti-musulman ? Bon, c'est cette balance qui fait qu'on choisit un camp ou l'autre. Mais quoi qu'il en soit, il va y avoir nécessairement un éclaircissement qui va être fait et qui va probablement déchirer des familles idéologiques qui vont être obligées de se positionner. Dernière chose, là on entend, il y a des mots qui sortent, on parle de Troisième Guerre mondiale, je ne me positionne pas là-dessus, mais cette thématique de la Troisième Guerre mondiale est quelque chose qui est brandi par la complosphère depuis des années. C'est un serpent de mer. C'est une sorte de marronnier de la complosphère. C'est une sorte de marronnier. Ouais. Où à chaque fois qu'il y a une instabilité internationale, que c'est pour l'Iran et l'Ukraine. La Russie et l'Ukraine. La Russie et l'Ukraine. On avait tout de suite déjà, tout le monde parlait de Troisième Guerre mondiale. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque. Je dis que cette thématique est quelque chose qui est extrêmement fort, est un fuel pour la complosphère. C'est-à-dire que la complosphère va projeter ce fantasme de la Troisième Guerre mondiale. Rappelle-nous juste, qu'est-ce que c'est que ce fantasme de Troisième Guerre mondiale ? Pourquoi ça excite la complosphère ? Alors, tout dépend ce qu'on met derrière. Qui sont les acteurs qui sont derrière cette Troisième Guerre mondiale ? Voilà, c'est tout. C'est là-dessus que ça se joue. En débattre, c'est parfaitement légitime. Okay. Si on est un géopolitologue et qu'on a des billes pour en parler, super, on est tout à l'écoute. Mais là, évidemment, c'est qu'est-ce qu'on y met derrière. Donc, si on y met derrière des agendas économico, deep stato, je ne sais quoi, etc., machin, bon, là, on bascule effectivement dans cette projection et cet imaginaire complotiste. Donc, on a ces ingrédients-là, donc ce fantasme d'une Troisième Guerre mondiale, des acteurs, d'abord, une crise qui est majeure, des acteurs qui, chacun d'entre eux, ont leurs fans complotistes, et je pense qu'il va y avoir un clash, ou en tout cas un éclaircissement, ou en tout cas un pôle de gravité qui va s'installer dans les semaines, dans les mois qui viennent. Rudy, est-ce que tu es d'accord avec ça, avec cette idée que ça peut être un potentiel terreau de théorie du complot ? Et est-ce qu'il y a quelques
éléments d'hygiène informationnelle qu'il faut observer dans cette période autour de cette question du conflit entre l'Israël et l'Iran. Alors, est-ce que ça va être un catalyseur? L'avenir le dira. En fait, j'ai pas l'impression que, parce que ce sont pas des États limitrophes comme l'Ukraine et la Russie, où là, il peut y avoir une guerre de position, avec des troupes au sol, des tanks qui avancent, etc., de l'infanterie. Bon. Là, c'est quand même une guerre aérienne, c'est-à-dire par avions missiles interposés et missiles et drones interposés. Bon. Donc, comme par ailleurs, les proxys iraniens, que sont le Hamas et le Hezbollah, ont été pour le moins très affaiblis ces 2 dernières années par Israël, avec la décapitation vraiment du Hezbollah et du Hamas, on peut considérer que ça ne va pas durer longtemps, forcément. Et plus ça durera longtemps, non, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura une paix, il n'y aura pas de paix tant qu'il y aura un régime qui est celui qu'on connaît à la tête de l'Iran et tant que l'État d'Israël existera, en fait. Donc, en revanche, une guerre ouverte comme on a actuellement avec des opérations militaires, il se peut que ça dure pas longtemps quand même, et donc ça donne pas prise forcément à beaucoup de théories du complot. La seule chose que j'ai vu passer, très franchement, c'est de la part de Didier Maisto, qui est une figure de la complosphère française, et qui a insinué que tout ça faisait partie d'un plan débuté, dont le premier acte aurait été le 7 octobre 2023, donc les massacres commis par le Hamas, mais que Netanyahou aurait laissé faire délibérément. On retrouve une vieille thèse complotiste, celle du laisser faire, le LIOP, let it happen on purpose, c'est-à-dire on laisse délibérément une attaque se produire. C'est le modèle conspi de Pearl Harbor, par exemple, on a déjà parlé dans les déconspirateurs, ou ceux qui expliquent que le 11 septembre, on aurait laissé faire pour avoir un prétexte ensuite pour attaquer. Donc voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, Troisième Guerre mondiale, là aussi, s'il y a eu deux guerres mondiales, c'est parce qu'il y avait beaucoup moins d'États dans le monde, et parce que ces États étaient tenus par des jeux d'alliance très puissants, très forts, qui faisaient qu'il suffisait d'une étincelle pour embraser le monde entier. Là, on n'est plus dans cette configuration-là, donc une guerre grave, inquiétante, évidemment, avec des morts, et oui, mais une guerre mondiale, je crois que ça a aujourd'hui beaucoup l'allure d'un fantasme. La seule guerre mondiale à laquelle on pense beaucoup, ce serait une guerre nucléaire, mais qui opposerait la Russie et l'Occident, et l'Ouest, ou l'OTAN. Bon. Oui, donc le terme en lui-même est creux. Encore une fois, tout dépend de ce qu'on met dedans et ce qu'on veut dire à travers une guerre mondiale. Moi, je me souviens tout de même que la dernière fois qu'il y a eu une grosse traction sur le sujet, en tout cas sur les réseaux sociaux, c'était au moment de l'élimination du général Soleimani par les États-Unis en janvier 2020, c'est-à-dire juste avant le déclenchement de la pandémie, enfin quelques jours auparavant. Et voilà, ça avait agité la complosphère pendant quelques jours. Tout le monde disait, ça y est, c'est la Troisième Guerre mondiale. Et en fait, très vite, on est passé à autre chose. Et voilà. Moi, ce qui me... Je l'ai d'ailleurs tweeté, mais ça m'a un peu amusé. C'est effectivement cette idée... qui traîne dans la complosphère depuis des décennies encore, de ce fameux projet de nouvel ordre mondial. Et je trouve ça assez cocasse vu le désordre international dans lequel on est aujourd'hui. Donc alors après j'ai vu qu'en tweetant ça, j'ai quand même eu des réponses de conspi qui m'ont expliqué, mais oui, mais c'est ça fait partie de la nouvelle mise en place du nouvel ordre mondial. Donc ce désordre-là serait en fait un prémisse de l'installation d'un nouvel ordre mondial. Bon, enfin bref, en tout cas on est sur un désordre mondial planétaire, et ce que je trouve aussi assez intéressant, en tout cas en termes d'ingrédients, moi je suis plus pessimiste que toi, Rudy, sur la traction potentielle de cette séquence-là pour alimenter la complosphère internationale. C'est que si on prend là ce conflit, en tout cas Israël, Iran et peut-être les États-Unis qui viennent dedans, c'est que tous les acteurs peuvent être critiqués. Il y a des éléments critiquables pour chacun d'entre eux. On peut les critiquer. Voilà. Il y a des éléments légitimes pour critiquer chacun de ces acteurs. Objectifs et légitimes pour critiquer chacun de ces acteurs. Après, ils n'ont pas tous les mêmes responsabilités, bien sûr, mais ils sont tous objectivement, on peut les critiquer. Ce qui fait que chaque communauté, chaque team qui va défendre son camp auront toujours des billes légitimes pour critiquer le camp d'en face. Ça, c'est une situation qui, pour moi, assez explosive, qui va évidemment pousser à une extrême polarisation. Et qui rend très difficile la position complexe. Et oui, et qui rend très difficile une position, comme tu le dis, complexe. Et c'est ça qui est, pour moi, vertigineux. C'est que on est dans un monde complexe où
les conflits sont complexes, où on ne peut pas tout simplement dire que tout n'est pas blanc et noir. Il y a du gris très foncé et du blanc très clair, ou du gris clair, du gris très foncé. Voilà. Et donc ça, c'est pas quelque chose qui est, j'allais dire, comestible dans l'écosystème des réseaux sociaux planétaires, dans la fabrique de l'opinion planétaire, où on le sait, bien sûr, tout est polarisé, mais quand on a une situation complexe et que tout est polarisé, ça cristallise encore plus. Donc bref, moi j'ai plus un sentiment de vertige sur cette séquence-là, sur ce moment-là, et la potentialité, encore une fois, que je personnellement, je pense pourrait être encore plus forte et déroutante que la séquence conflit Ukraine-Russie, qui déjà avait été un moment, disons, qui nous avait tous sidérés, suivi par la guerre Israël-Gaza, et je pense que là on est sur une troisième phase qui, pour moi, est potentiellement plus disruptive, entre guillemets, que les séquences précédentes. Donc bon, moi, voilà, on observe, on est tous là, c'est le début de quelque chose, donc on est obligé de spéculer un petit peu, mais moi, je suis plus pessimiste que ça sur la capacité de cette séquence à électriser encore plus la complosion internationale. Redis, je crois que tu voulais ajouter un truc. Oui, tu disais qu'est-ce que les principes de bonne hygiène informationnelle. En fait, tout dépend de ce qu'on cherche. Si on est un militant ou si on est un citoyen qui essaie de s'informer. Si on essaie de s'informer, je dirais qu'il faut commencer par se méfier de ce dont on a envie de croire spontanément. Parce personne n'est objectif dans cette histoire. On est tous traversés par des opinions, une sensibilité, etc. Donc déjà, c'est-à-dire aller chercher la confirmation de ce qu'on croit dans une information, même si on sans la vérifier, c'est ça. Et puis oui, et donc s'abreuver à des sources fiables, se dire qu'on lutte pas contre le mensonge par un autre mensonge, ou alors c'est que notre cause est pas... Enfin, même je pense qu'on fait du mal à la cause qu'on défend en réalité. Elle peut être la plus neutre possible si on la défend par la fake news, la désinformation, la propagande, le mensonge. Je ne suis pas sûr qu'on l'honore en fait. Donc voilà, les faits, la réalité, des sources fiables, ne pas se faire soi-même le relais de choses non vérifiées, de rumeurs, etc. Voilà, c'est-à-dire que très souvent le bon geste, c'est de ne pas appuyer sur le bouton en fait. Oui. Alors, moi je dirais... deux sens du terme, en l'occurrence. Moi, il y a peut-être deux choses. Une première, c'est que on est sur un moment de maturation extrême des IA. On l'a déjà dit pour toutes les séquences précédentes, mais on va le voir sur Los Angeles aussi. Mais oui, sur Los Angeles déjà aussi, mais même là, inévitablement, il va y avoir un brouillard informationnel nourri par d'abord les propagandes en période de guerre. Voilà, donc déjà il y a beaucoup d'informations qui sont poussées, ils sont pas toujours super fiables, qui sont très idéologisés, mais il y a évidemment tout ce matériau synthétique qui peut être utilisé par des gens pour faire du clic, ou par tout le monde, ou pour la propagande, ou par mésinformation, tout simplement. Bref, donc il y a ce moment qui arrive à une certaine maturation, donc évidemment tout ce qu'on peut voir, il faut faire attention. Et la deuxième chose vraiment qui est la règle pour moi la plus simple et la plus basique, c'est pas tant est-ce que cette information elle est vraie ou pas, la seule focale sur laquelle on doit vraiment rester, c'est est-ce que je connais la source qui partage, quel est le crédit que je peux porter au nom adossé à l'image que je vois, le compte Twitter ou le compte X, c'est quoi ce compte-là? Est-ce que je lui accorde est-ce que je lui accorde un certain crédit ou est-ce que je fais un léger travail sur le crédit de cette source? Même si après, évidemment, si je suis idéologiquement teinté, évidemment, ma consommation sera claquée. Mais à minima, se questionner sur le crédit qu'on porte à la source qui émet un contenu visuel, quel qu'il soit, ou une information. Si on fait déjà ça, à minima, on enlève un peu de problématiques. Bon, après, on est tous faillibles, et si on est idéologiquement teinté, évidemment, on va donner confiance à une source qui n'est pas fiable. Mais bon, ça, voilà. On ne pourra pas empêcher tout le monde de basculer là-dedans. Mais le crédit de la source, avant même le crédit de l'image ou le contenu ou de l'information. Alors depuis qu'on a commencé cette émission des Déconspirateurs, et a fortiori depuis janvier dernier, janvier 2025, un numéro des Déconspirateurs sans un grand détour par les États-Unis ne serait pas vraiment un numéro des Déconspirateurs. Et c'est peu de dire que cette semaine, ces derniers jours, aux États-Unis, il y a eu plusieurs événements qui ont été aussi d'une traction importante pour la complosphère. On peut peut-être commencer par les émeutes à Los Angeles, avec la façon
dont Donald Trump lui-même a diffusé un discours de post-vérité en expliquant que les émeutiers de Los Angeles étaient finalement soutenus par une puissance étrangère. Voilà, Tristan, est-ce que tu peux nous faire un peu une sorte d'historique un peu de ces théories du complot qu'il y a eu sur les émeutes de Los Angeles, et puis ensuite on va voir peut-être le rôle de l'IA dans cette période, dans cet événement. Tout ça est en général plus ou moins lié. Alors sans lister à toutes les théories complotistes qui sont venues s'agréger sur cette séquence, on a évidemment, on va commencer par le plus lourd, c'est évidemment Trump lui-même, qui à 2 reprises a quand même fortement suggéré que les manifestants étaient payés, que c'était des manifestants professionnels, qu'ils étaient, c'est des professionnels rémunérés, tout à fait, version traduite. Ça, c'est ce qu'il l'avait déjà dit, et c'est un grand classique. Alors, il n'a pas parlé de Soros, mais d'autres complotistes ont parlé de Soros, évidemment, avec toujours cette idée que c'est des manifestants qui sont payés, c'est des manifestations artificielles poussées par les adversaires, évidemment, de Trump. Qui sont là pour le déstabiliser, pour l'empêcher de mettre à bien sa politique migratoire. Oui, et qui devient une sorte de réflexe pavlovien et qui cherche en fait à dénigrer à toute contestation en fait leur propre légitimité, et donc il va essayer d'imaginer que derrière toute contestation de la politique de ICE et de l'immigration, de toute contestation est forcément pas naturelle, ne représente pas l'Amérique profonde, mais est pilotée par des globalistes type Soros. Et on a même Tulsi Gabbard, qui elle a expliqué que, je crois, le DOJ et le FBI allaient enquêter pour savoir quel était le financement potentiel qu'il y avait derrière ces manifestations. Donc on a même l'appareil de l'État qui se met en branle sur ce fantasme complotiste d'une émeute, en tout cas de manifestations dans lesquelles il y a eu des violences, il y a eu des dérapages, mais qui sont quand même relativement circonscrits. C'était pas l'image qu'en faisait Fox News ou Trump d'une ville assiégée en feu qui ne correspondait absolument pas à l'ampleur de réalité. Je ne néglige pas le fait qu'il y a eu des violences. Évidemment, il y a eu des violences, mais c'était quand même très circonscrit. Il faut tout de même rappeler que Trump, dans cette histoire, est à la limite de la légalité, puisqu'il a sorti une loi de 1908, une vieille loi de 1908 pour justifier l'appel à la garde nationale, que normalement c'est pas le rôle de la garde nationale, et que c'est aussi ça qui a nourri finalement les émeutes. En plus. C'est ça aussi qui a nourri la prise de parole de Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, qui a parlé d'un déni de démocratie, et ainsi de suite. Donc c'est aussi ça qui est le terreau des émeutes. Oui, Trump est un pompier pyromane, donc ça c'est ce qu'il est depuis qu'il est en poste. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Donc sur la légitimité, évidemment, il y a une vraie question. Ce qui est quand même assez fou, c'est que pendant des années, toute la Trumposphère a fantasmé l'idée qu'il y avait un État oppressif, militaire, qui chercherait à soumettre la population. Pour l'instant, l'acteur principal qui a les manettes de la justice, des hommes en armes sur le pays, et qui en fait étalage et qui les envoie, qui crée un défilé militaire et qui crée dans l'histoire des États-Unis. Un défilé militaire, c'est plutôt Trump. Oui, bien sûr. Bref, on est toujours encore sur ces inversions absolument déroutantes quand on observe ça de loin. Mais bon, encore une fois, cette crainte d'un État militaire qui viendrait soumettre la population, c'est quelque chose qui a nourri la complosphère, et notamment pro-Trump pendant des années, en imaginant que les démocrates allaient transformer les États-Unis en dictature militaire, en envoyant des flics, des machins, en nous censurant, ou en nous fliquant partout. Et là, on a des gens de l'ICE, de l'ICE, de l'ICE, qui viennent frapper aux portes de gens, habillés parfois en civil. Enfin, on a plein de vidéos, de choses qui sont inquiétantes, et qui, évidemment, si ça avait été une administration démocrate qui a été à l'origine de ces dérapages ou de cette politique-là, mais mon Dieu, il serait électrisé. Enfin, toute cette complosphère pro-Trump, ça aurait été électrisé. Bref, on en est là aujourd'hui avec, encore une fois, j'allais dire, c'est pas seulement un réflexe pavlovien, je crois que ça devient un système de défense politique de Trump et de l'administration américaine, de délégitimer toute contestation, de délégitimer en profondeur, c'est-à-dire en les accusant potentiellement d'être des agents de l'étranger, en saupoudrant du Soros, en gros, de délégitimer toute
tout adversaire Et politique. d'essayer d'écrire une autre vérité, surtout. Ou une autre réalité. C'est évidemment c'est un peu l'objectif. Mais c'est inquiétant et dangereux, évidemment. Ça participe largement, encore une fois, à ce pilonnage des principes démocratiques américains. Voilà, par rapport à ces émeutes, qu'est-ce que toi t'as repéré Alors pour écrire une autre vérité précisément, il faut utiliser des mots, comment dire, faut corrompre les mots. Exactement. Et c'est ce qu'a fait Trump, puisqu'il a parlé d'invasion étrangère. Il a expliqué dans un discours le 10 juin, nous ne permettrons pas qu'une ville américaine soit envahie et conquise par un ennemi étranger. Tout à fait. Comme si les États-Unis étaient attaqués par une puissance étrangère. Au sud il y a le Mexique, au nord il y a le Canada. Les États-Unis ne sont pas attaqués sur leur sol. On parle de migrants et de manifestants qui défendent les migrants, qui s'opposent à des expulsions de migrants, sachant qu'il y a eu plutôt moins de migrants qui ont franchi la frontière ces dernières semaines que d'habitude. Donc en plus il n'y a pas d'urgence particulière, et encore moins d'urgence à déployer, à fédéraliser les gardes nationales et à déployer des Marines pour des missions de maintien de l'ordre, alors que il n'a pas le droit. Les Marines, ils sont censés intervenir, c'est-à-dire l'armée américaine, à l'extérieur, bien sûr. Donc là, c'est nouveau. Ce qui est nouveau aussi, c'est la brutalisation du débat public. Le gouverneur de Californie, quand même, qui est démocrate, qui est un peu l'étoile montante du Parti démocrate, est plus que contesté par Trump. Il est élu démocratiquement, le gouverneur de Californie. Mais Trump a relayé, par exemple, un contenu sur les réseaux sociaux appelant à la destitution du gouverneur de Californie. Il y a un sénateur démocrate qui, pour avoir posé une question, a été appréhendé et menotté. Il y a un couple d'élus démocrates qui ont été assassinés par un type qui a un profil, encore une fois, déséquilibré, mais qui penchait plutôt pour des idées très conservatrices et plutôt trumpistes. Voilà, donc c'est le contexte. Et puis le contexte, c'est que Trump voulait depuis longtemps, parce qu'il était très impressionné par le défilé du 14 juillet à Paris, qu'une tradition française, je crois, depuis la Première Guerre mondiale. Il était venu, je crois, en 2018, la première année. Et donc il voulait son défilé. Et plutôt que d'organiser un défilé le jour de la fête nationale américaine, le 4 juillet, ça aurait pu avoir du sens éventuellement, il l'a fait le 14 juin, c'est le jour de son anniversaire à lui. Ce qui a effectivement suscité une réaction, là pour le coup, des démocrates, du camp anti-Trump, avec pour mot d'ordre « No Kings », c'est-à-dire que, on oublie, mais les États-Unis, c'est quand même une république qui s'est décolonisée, qui a fait une guerre de décolonisation, une guerre d'indépendance contre la couronne britannique. Donc il ne s'agit pas de rétablir un roi à la tête des États-Unis. Et puis alors, on parlait d'IA tout à l'heure, peut-être qu'il aurait dû utiliser l'IA pour avoir des plus belles images de ce défilé, parce qu'il y avait quelque chose d'assez pathétique dans ce défilé de GI américains qui en fait ne savent pas défiler, ne savent pas marcher correctement parce que ça se prépare. Américaine. Non, c'est pas du tout une tradition américaine. Je pense même qu'aux États-Unis, on voit ça comme une forme de dérive autoritariste grave. En France, on a une autre histoire, donc on relie pas ça au fascisme ou que c'est antérieur à... Oui. Et manifestations sponsorisées en plus par quelques sponsorisées boîtes avec des annonces comme le Super Bowl. C'est ça. Ce qui est quand même assez aussi par des entreprises privées. Assez déroutant, peut-être moins pour les Américains, pour qui la privatisation est naturelle, mais bref, c'est quand même assez déroutant. Mais pour revenir là sur effectivement, là on mentionnait à l'instant l'assassinat, la tentative d'assassinat de plusieurs. Vance Bolter. Oui, de Vance Bolter, oui. Là, effectivement, tu parlais de suspect de l'assassinat des élus démocrates. On peut le dire qu'il est l'assassin, c'est le meurtrier. Oui, le meurtrier, il a tué au moins. Il y a une personne qui est morte, je crois qu'il y en a une deuxième qui est entre la vie et la mort. Enfin, quoi qu'il en soit, donc voilà. Là, effectivement, ça résonne dans ce moment de brutalisation. Et cette séquence-là, spécifiquement, est assez intéressante parce qu'on a tout de suite, évidemment, la complosphère qui s'est allumée. Et de façon assez folle. On a, par exemple, un Cernovich. Qui est vraiment une des grandes figures de l'alt-right complotiste américaine. Ça fait très très longtemps qu'il est là. C'est quelqu'un qui a une empreinte significative. Je crois qu'il a plus de 1,4 million d'abonnés sur X, donc c'est pas rien. Il a été très loin dans ce qu'il a dit, tu vas nous dire. Oui, alors il y a plusieurs théories là-dessus autour de cet assassinat par Bolter. Alors il se trouve que Bolter aurait eu des liens
parce qu'il aurait bossé dans peut-être un conseil consultatif de Tim Walz. Tim Walz qui est un démocrate et qui était un colistier de Kamala Harris à l'élection présidentielle de 2024. Donc dans le parcours de cet individu, qui semble plutôt marqué, d'ailleurs vraisemblablement il a l'air plutôt attiré par Trump, d'après ce que j'ai pu lire, mais quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui a travaillé à un moment donné, qui aurait travaillé avec Tim Walz, mais bon, dans l'administration, il peut bosser avec Tim Walz, bref. Et il tire de cette information ou de cette suspicion qu'il aurait travaillé avec Walz, le fait que c'est en fait Tim Walz lui-même qui aurait piloté, qui aurait fait assassiner 7 démocrates. Et pourquoi ? Parce que 7 démocrates auraient voté contre une législation que Tim Walz voulait pousser sur la sécurité sociale des immigrants. Juste, parenthèse, ouais. 7 démocrates et son mari qui ont été tués, ouais. Et il a blessé un autre élu démocrate encore. Absolument. Qui lui est effectivement très grièvement blessé. Et il avait, semble-t-il, ce que dit la presse, c'est encore... Il faut faire très attention parce que les choses sont en développement, mais il aurait eu une sorte de hit list de série de gens qui voulaient cibler et pas mal de gens qui travaillent dans peut-être soit qui sont favorables à l'avortement ou qui travaillent dans des hôpitaux. Bref. Et donc la tonalité de l'individu est quand même assez flagrante. Je pense qu'il est quand même ultra conservateur. On verra, je ne veux pas trop m'annoncer. Il a écrit un manifeste, ouais. Comme souvent les théories d'extrême droite ou d'autres d'ailleurs. Mais donc il a fait un manifeste et pour l'instant les autorités n'ont pas rendu public ce texte-là. Ouais. Mais c'est sur ce manifeste qu'il y aurait notamment cette liste. Voilà. Bon, après on a tous les classiques. Ça va du false flag, effectivement quelqu'un a été piloté ou c'était un faux attentat. Bref, là on a la complotiste qui s'amuse et là-dessus on a tous les acteurs qui se mettent dessus. Ça va de Laura Loomer. Il y a même Elon Musk qui a relayé en renforçant en tout cas les informations autour de cette séquence-là. Donc on a vraiment une sorte de focalisation de la complotiste d'extrême droite américaine qui viennent se jeter là-dessus. Parce qu'évidemment, tout drame qui ne leur est pas favorable est forcément un complot. Donc on en est là, quoi. Je veux dire, et quelle que soit la séquence d'actualité. Donc de façon assez globale, brutalisation extrême, chaque événement, drame est phagocyté par cette machine qui est maintenant en place, qui a l'administration avec elle et qui est une machine médiatique avec différents acteurs. Et là, on a vraiment un écosystème qui s'est vraiment solidifié et qui peut absorber, j'allais dire, tout événement d'actualité pour en ressortir une vérité alternative. Et alors par rapport à Los Angeles, ce qu'il y a eu aussi, c'est l'importance de l'IA dans la diffusion de fausses informations, dans la diffusion de fausses vidéos. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, Rudy, ou est-ce que toi, Tristan, ça t'inspire ? Oui, on en a vu effectivement pas mal, et je crois que c'est vraiment le symptôme de ce qu'on disait tout à l'heure, d'ailleurs même pour cette séquence d'affrontement entre l'Iran et Israël, ou même à Gaza, ou même pour la Russie et l'Ukraine. On est vraiment, je crois, à ce moment-là de l'histoire que, évidemment, ça fait des années qu'on parle, en gros depuis 2002, qu'on parle de l'IA, mais c'était plutôt un objet un peu depuis périphérique. 2022, tu veux dire ? Là, oui, 2022, pardon. Et là, on voit bien qu'il est vraiment en train de pénétrer en profondeur, notamment X, parce que quand on parle de génération de contenu par IA, leur seul terreau de propagation, ou leur principal terreau de propagation, ça n'est que les plateformes sociales. C'est un couple monstrueux. Vous enlevez les réseaux sociaux des IA, vous n'avez pas la problématique telle qu'elle se déploie aujourd'hui. Ce qui est, je trouve, assez fascinant, c'est qu'aujourd'hui, avec l'IA, on est sur, j'allais dire, presque de l'IA en temps réel, qui vient noyauter le déploiement de la perception qu'on a de l'actualité. Ouais, donc ça vient vraiment s'intégrer dedans. C'est qu'en flux, en temps réel, on a des images qui sont produites et qui sont légitimes, et qui sont par l'IA, et des contenus légitimes qui sont produits comme si on était sur un flux tendu d'actualité. Donc on a une IA qui se rapproche du temps présent et qui vient perturber évidemment la lecture qu'on peut avoir du moment. Et juste un petit pas de côté, j'ai noté aussi un truc assez spectaculaire avec Grok. Sur X. Et l'IA de X. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que j'ai, notamment pour le début de cette séquence entre l'Iran et Israël, eh bien, Grok a été sollicité. J'ai suivi en gros les réponses de Grok à la sollicitation
de personnes qui l'interrogeaient sur ce qui se passe en Iran et Israël. Et il y avait un mur de commentaires. Parce que vous savez que vous pouvez commenter un tweet et demander à Grok de vous dire qu'est-ce que vous pensez de ce tweet. Et j'ai vu un mur vraiment apparaître, c'est-à-dire un flux infini toutes les secondes de contenu produit par Grok qui répond à des questions sur des tweets qui viennent d'être publiés. Je trouve ça assez intéressant. Je ne sais pas ce que ça va donner à moyen terme, mais c'est pour moi l'une des premières fois où je vois véritablement l'IA pénétrer la fabrique de l'opinion d'une actualité qui se déroule en temps réel. L'IA en général, on l'a sollicité un peu après coup, pour questionner par exemple. Là, on a une IA qui vient pénétrer la perception qu'on a d'une actualité en temps réel. Et ça, c'est quand même vertigineux parce que ça dit la puissance potentielle de ces IA dans la fabrique de la perception qu'on aura de ces moments-là, et donc aussi de la dangerosité qu'elles peuvent avoir si jamais elles étaient manipulées pour nous influencer sur la lecture du moment tel qu'il se déroule. Je ne parle pas du temps après quelque chose, c'est sur le moment. Bref, tout ça a été vertigineux, c'est observé, je pense que de plus en plus on va être confronté à ça. Et il ne faut pas négliger non plus l'utilisation de vieilles images sorties de leur contexte, non trafiquées par IA, qui continuent à produire la désinformation. Un grand classique. En fait, l'IA ne fait que rajouter une couche supplémentaire fait, de possibilités désinformées. Sur cette histoire de Los Angeles, il y a eu une vieille vidéo de la guerre nationale tournée en 2020 qui a été repartagée. Il y a eu aussi des images de jeux vidéo qui ont été partagées. Il y a c'est un grand classique. Les jeux vidéo qui sont de plus en plus réalistes. Et qui donc, mais on a eu des exemples aussi qui remontent à très très loin. Je crois que même sur le conflit Ukraine-Russie, et je crois que même avant, je me rappelle, je crois que même la Russie avait partagé il y a très longtemps un compte officiel, je crois que c'est un compte diplomatique qui s'était fait épingler par la presse internationale parce qu'ils avaient partagé des vidéos qui étaient en fait des vidéos de jeux. Donc, en tout cas, on arrive à un certain point de maturité en tout cas pour les jeux vidéo qui deviennent des jeux vidéo de guerre, qui deviennent des vidéos qui peuvent être réabsorbées. Et puis sur le contexte du temps, effectivement, la réactivation de vieilles images, ça c'est aussi un symptôme aussi vertigineux, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais je trouve ça, de façon plus globale, le fait que le web écrase le temps. Il écrase le temps pour une raison toute bête, c'est que l'accessibilité d'une image d'il y a 10 ans et une qui vient d'être publiée à 3 minutes, elles sont en ligne, à l'instant T, au moment où je la recherche. Donc cet écrasement, en tout cas, de la perception pour avoir du temps, et aussi des potentialités de contenu visuel qui ont l'épaisseur de l'histoire, des images qui peuvent être présentes dans cette bibliothèque numérique, fait que ça participe probablement aussi à pas seulement la désinformation au sens de quelqu'un qui veut nous tromper, mais à la mésinformation de ceux qui voient une image passer en se disant bah oui peut-être tiens ça ressemble à, et donc je la partage et je participe en fait à ce chaos informationnel. Alors juste pour terminer cette séquence américaine, vous signalez que RFK Junior a quand même mis à mal la politique vaccinale américaine puisqu'il a viré les 17 membres du comité des vaccins du CDC avant de le repeupler de figures anti-vax, notamment Robert Malone. Et ça me donne envie aussi de vous faire parler un petit peu du complorama que vous avez fait tous les deux sur comment la complosphère s'attaque à la science et qui est finalement ce que je viens de dire de Robert Kennedy Jr. et une illustration de cela. Tu le dis, c'est une bonne illustration. Tu viens de citer Robert Malone, alors qui est bien connu pour ses positions anti-vax et qui est un peu auréolé de son statut de soi-disant père. C'est vrai qu'il a eu un rôle là-dedans, mais de la technologie ARN messager. Mais il y a un deuxième parmi les 8 nouveaux experts qui ont été nommés dans ce comité consultatif sur la vaccination, comité d'experts auprès des CDC. Les CDC, c'est l'agence sanitaire américaine, si on veut. Il y a un dénommé Martin Kulldorff.
Et Martin Kulldorff, c'est un épidémiologiste qui s'était opposé au confinement, aux mesures sanitaires pendant le Covid, assez covido-sceptique au minimum, et puis surtout qui avait témoigné contre le laboratoire Merck qui commercialise le Gardasil, qui est le vaccin contre le papillomavirus. Alors que c'est un vaccin qui, jusqu'à preuve du contraire, fonctionne, protège. Donc on est chez quelqu'un qui a déjà une empreinte anti-vax, et qui est nommé. Voilà. Donc en fait, RFK continue sur sa lancée anti-vax. Il est vraiment en train de mettre de l'obscurantisme là où il y a de la connaissance et de la science. Il a donné des informations contradictoires sur le vaccin contre la rougeole, ça a conduit au décès d'une enfant. Enfin, en tout cas, il y a une épidémie de rougeole, il y a un bébé qui est mort, et parallèlement, il expliquait que oui, certes, il y a la vaccination, mais on peut aussi prendre la vitamine A. Alors que par ailleurs, la vitamine A, ça peut être toxique. En plus. Et dans ce Complorama, sinon, vous abordez quel type de sujet ? Quel autre type de sujet ? Qu'est-ce qu'on aborde ? En gros, on essaie de montrer que la complosphère s'attaque à la science en général, qui a une vraie... et que la science, c'est un peu notre dernière ligne de défense du réel, c'est ce qu'on dit à la fin du podcast. Mais ce qui est assez drôle, et ça je crois que c'est Rudy qui le souligne dans le podcast, c'est le fait que la complosphère aussi s'amuse à singer la science. Ils cherchent à créer des comités théodules qui ressembleraient à des comités scientifiques. Ils ont leurs propres scientifiques, qui sont pour certains totalement claqués. Bon bref, ils cherchent... Ils sont très marginaux. Et ça donne l'impression qu'ils ont une sorte de centralité, que c'est 50-50, un partout bas le centre. Pas du tout. On parle de gens qui sont extrêmement marginaux par rapport au consensus scientifique, à une communauté scientifique qui est ultra majoritaire en fait. Mais ce qui est fou avec l'initiative de RFK Junior, c'est que l'objectif pour lui, de ce remaniement global de la santé aux États-Unis, c'est de redonner confiance, que le public reprenne confiance. Alors qu'il est en train de mettre en place des gens qui sont en train de discréditer la politique de santé publique américaine, du fait de leur empreinte, du fait qu'ils ne représentent pas le consensus sur les principales questions qui peuvent intéresser la santé publique américaine. Donc, lui-même est un agent de ça. Lui-même, évidemment, est le premier représentant en chef. Mais que lui ait cette motivation exprimée, verbalisée, de dire « je veux redonner confiance ». À la science, à la politique de santé publique, aux Américains, en pilonnant ce qui permet justement de crédibiliser ces initiatives-là, est vertigineux, est fou. Et il va y avoir des conséquences. Et les conséquences, comme à chaque fois, ça va être en bas, c'est les victimes, c'est les gens d'en bas, c'est ceux qui vont être au bout de cette chaîne de désinformation. Et ça a déjà été le cas, bien sûr. Et les victimes, c'est au bout, c'est les citoyens qui, eux, vont ne plus savoir, en gros, vers qui s'orienter. Et cette phrase, ce mantra que peut avoir RFK Junior, en gros, de dire aux citoyens américains, faites vos propres recherches. C'est le truc écrit sur les t-shirts des conspis. C'est faites vos propres recherches. Mais comment est-ce que quelqu'un de lambda qui n'a pas fait d'études scientifiques, qui est parent d'enfants dans les milieux populaires, et qui on lui dit fais tes propres recherches, mais comment on fait ses propres recherches si son enfant est atteint d'une maladie rare, complexe, ça veut dire quoi? Faire ses propres recherches, c'est le pire des conseils qu'on peut se donner. Non, c'est de trouver quelqu'un qui a la compétence de vous traiter. Et pour ça, il faut évidemment qu'il y ait un système sain d'information, de santé, mais d'information au public, ce que RFK est en train de pilonner. Est-ce que lui n'est pas le prémisse de ce que tout régime populiste naturellement tendrait? C'est la crainte qu'on peut avoir. En Europe, la crainte que j'ai, c'est que cette pente qu'on voit s'exprimer aux États-Unis, c'est la trajectoire inévitable de tout régime populiste qui pilonne les
ce qui permet aux sociétés de bien fonctionner, c'est d'avoir des pylônes qui sont équilibrés, des entités, les médias indépendants, etc., mais aussi une science qui repose sur un consensus scientifique et un processus d'établissement et qui n'est pas pollué par la politique. Et qui n'est pas pollué. Là, c'est vraiment un cas typique de politique et d'idéologie qui s'invite dans la science et qui écrase la science. Ouais. Pour ça que dans le podcast, on parle notamment de l'affaire Lysenko. Lorsque Staline avait donné à cet agronome soviétique carte blanche pour expliquer qu'il y avait une science bourgeoise et puis une science prolétarienne, et avec des idées complètement farfelues qui ont ruiné l'économie et l'agriculture soviétique, et donc avec derrière, à la fin, des dommages considérables, non seulement sur l'agriculture, mais donc aussi humains, quoi. Voilà. Alors il y a un autre sujet qui est finalement une sorte de marronnier de la complosphère, hein, c'est le sommet de Bilderberg qui s'est tenu cette semaine à Stockholm. Comme d'habitude, il n'y a pas eu de communiqué final, il n'y a pas eu de caméra, il y a eu juste une liste de participants qui a été publiée, je crois, la veille du sommet, et qui relance finalement un peu cette mythologie du gouvernement de l'ombre. Alors Tristan, est-ce que cette année, le fantasme a été très actif ? Moins peut-être que d'habitude, que certaines années. J'ai envie de dire que le Bilderberg, j'ai presque l'impression que c'est devenu un peu le pétard mouillé, quoi. Alors, soit le pétard mouillé, ou peut-être le complotisme un peu des boomers. Carrément. C'est peut-être un peu des plus vieilles générations. Moi, je me rappelle, il y a eu une grande époque du Bilderberg. Bien sûr. Quelques années, peut-être il y a 5-10 ans, franchement, le Bilderberg, c'était focalisé il y a quelques années. Je ne sais pas s'il n'a pas perdu un peu de sa superbe, ou il y a une sorte de fatigue, peut-être un peu limite relative, fatigue. Et puis il y a l'actualité internationale, évidemment, qui vient assécher un peu ce moment à Bilderberg. Mais malgré tout, s'il y a une petite effervescence en ligne qui est présente, elle est là, elle est assez systématique, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais juste rappeler peut-être que il y a une histoire longue d'une fantasmagorie autour de Bilderberg qui est fascinante, et on va pas la faire aujourd'hui, mais juste rappeler que dans les années 80 on avait déjà Jean-Marie Le Pen qui considérait que c'était le cénacle de domination judéo-maçonnique. Je reprends pas tous les délires de Asselineau à Soral en passant par Messan ou d'autres qui eux aussi ont tous projeté sur cette réunion qui peut être critiquée sur la forme, encore une fois. On peut pas regarder ça avec beaucoup d'intérêt, ou on peut critiquer le fait qu'ils se réunissent. C'est parfaitement critiquable. Le tout, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on met derrière. Voilà. Donc Bilderberg 2025, j'allais dire, la cuvée est peut-être plus faible, moins bonne que les précédentes pour la complosphère. Ça a été moins un fuel, disons, pour la complosphère. On verra pour le 72e réunion l'année prochaine. Je crois que c'était le 71e cette année. Tu veux ajouter quelque chose sur Bilderberg? Oui, pour te critiquer. Me critiquer? Ouais, parce que c'est pas un sommet, c'est les conspis qui en parlent comme d'un sommet. Quand on dit le sommet du Bilderberg. Et en fait, c'est une réunion d'un groupe qui a été créé en 1954 par des hommes d'affaires dans une logique de dialogue atlantique entre l'Europe et les États-Unis, mais pas seulement. Il y a aussi maintenant des responsables asiatiques. Donc en gros, ça réunit quoi? Des universitaires, des journalistes, des industriels, des capitaines d'industrie, enfin des gens qui ont un poids dans l'économie mondiale, et des politiques, des responsables politiques. Voilà, c'est un peu les 4 pôles. Encore une fois, d'à peu près toutes les nationalités. Pas des gens des extrêmes, pas des gauchistes, révolutionnaires, pas non plus des gens d'extrême droite, populistes, etc. On reste sur des gens qui en général sont aux affaires, aux commandes, etc. Et puis beaucoup de futurs ou d'anciens premiers ministres, chefs d'État, ministres, etc. Et presque tout le monde, j'ai envie de dire, est passé par le Bilderberg. Si on prend la presse française, les éditocrates français, les responsables politiques français, et très franchement, beaucoup de ministres, d'anciens ministres, de premiers ministres qui y sont passés, et il est fou de dire qu'ils auraient une homogénéité de point de vue, Dominique de Villepin, il me semble qu'il n'est pas très
en phase avec ce que dit un Emmanuel Macron, un Nicolas Sarkozy. Ils sont tous passés au Bilderberg, par exemple, à un moment. Et alors après, pourquoi il n'y a pas de photos à l'intérieur, ou pourquoi on n'enregistre pas les débats? Parce que c'est la règle. Et c'est une règle qui est bien connue de beaucoup d'institutions. On est à la Fondation Jean Jaurès, c'est la règle de la Chatham House. C'est-à-dire, en gros, on vient, on est invité, on peut écouter, on peut même prendre des notes, mais on n'est pas censé, et c'est vraiment on signe pas de contrat, hein. On n'est pas censé parler à l'extérieur de ce qu'on a entendu et mettre attribuer des propos à quelqu'un qui était là. Voilà. Pourquoi? Parce que ça permet de libérer les échanges, ça permet d'avoir une parole plus cash, quoi, moins diplomatique, voilà. Et donc, je dis ça parce que toi et moi, il nous arrive de faire des réunions à la Fondation Jean Jaurès sous la règle de la Chatham House, c'est-à-dire un matin, et puis il y a là des universitaires, des politiques qui sont aux affaires ou pas aux affaires, etc. Et puis on parle de sujets importants, enfin apparemment, et voilà. Et il y a des journalistes autour, et donc il n'y a pas c'est pas secret. Il n'y a pas mais ça permet de pouvoir parler beaucoup plus librement. Voilà. C'est quand même compliqué quand on réunit des gens qui ont été, par exemple, des ministres des Affaires étrangères de pays qui ont été en désaccord profond sur certains sujets. Ils peuvent être amenés à avoir des mots assez durs les uns envers les autres. C'est pas tout à fait... si tout ça était enregistré, ça deviendrait des paroles officielles. Voilà. Donc c'est compliqué, en fait. Et donc ce genre de réunion ne pourrait pas avoir lieu. Or, on est dans des sociétés libres et on a le droit, en fait, jusqu'à aujourd'hui, de se réunir et de parler et de dire aux gens, soyez discrets, ne rapportez pas les propos. Et encore une fois, les gens peuvent le faire. Hein. Il y a des journalistes, et s'ils le font, ils ne seront plus invités. En fait, c'est tout ce qu'ils risquent. Ils ne vont pas être assassinés par une police secrète, par exemple. Donc... voilà, la liberté d'association, la liberté de réunion, c'est dans le droit de toutes les démocraties. Ça permet des choses comme Bilderberg, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas. Mais le fantasme qui consiste à dire ce sont des décideurs qui se réunissent, donc c'est forcément pour décider, c'est un fantasme. Parce que nous, on a recueilli à Conspiracy Watch plusieurs fois, plusieurs années d'affilée, les témoignages de gens qui ont participé au Bilderberg. Et on s'aperçoit qu'ils doivent payer leur billet, leur chambre d'hôtel, qu'ils y vont pour écouter des personnes que sinon ils n'auraient pas pu écouter dans ce cadre-là. Puis c'est un peu prestigieux en plus d'être invité dans ce cadre-là. Voilà, mais l'idée qu'à un moment il y aura une sorte de colloque secret pour dire on va placer un tel et un tel à la tête de la France, de la Grande-Bretagne, etc. Là, c'est du pur fantasme. Or, c'est ça que nous disent les complotistes. Et qu'est-ce qu'ils nous disent quand ils nous disent ça? Ils nous disent que quand on va voter, ça ne sert à rien, que tout est truqué, que tout est pipé, etc. Bon, ça, c'est pas un discours de démocrate. Alors, il y a un autre sujet qui a excité la complosphère cette semaine, c'est la mort d'Éric Denessé, ancien officier du renseignement. Il a été retrouvé mort le 11 juin dernier. Pour le moment, à l'heure où on parle, la police privilégie la thèse du suicide, mais évidemment, dès l'annonce, des médias alternatifs ont dénoncé un assassinat d'État, se sont demandé finalement qui était derrière tout ça. Qu'est-ce que ça raconte encore de cette complosphère, ce fantasme que Éric Denessé aurait été victime d'une sorte d'exécution de la part d'Emmanuel Macron, presque. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, quand on est un complotiste, on ne peut pas mourir de sa belle mort, on ne peut pas se suicider. Sauf si on s'appelle Alexei Navalny. Oui, c'est vrai. Mais donc en gros, si jamais vous mourrez, c'est que vous êtes l'objet d'un énorme complot et qu'on a voulu vous faire taire. Voilà, c'est surtout ça qui s'est passé. Et c'est assez systématique. Hein. On l'a vu pour des épisodes, encore une fois, récents, même beaucoup plus anciens. Il y avait eu Stéphane Blett, on avait eu compagnon de Dieudonné. Absolument, qui était pour le coup apparemment lui bien suicidé. Là, c'était ce qui était établi. Mais tout de suite, une suspicion d'assassinat pour le faire taire a fait surface, et une sorte de glorification posthume où, j'ai envie de dire, on peut pas aussi accepter les choses tristes et simples de la vie. C'est que des fois on peut tomber malade, et peut-être que Denessé est mort parce qu'il a eu un problème de santé, ou peut-être qu'il s'est suicidé, je ne sais pas. Mais évidemment, c'est les choses qui peuvent être simples et déroutantes et
sont parfois difficiles à accepter. Et quand on a évidemment un psyché, si on a, disons, une tendance complotiste, on va évidemment privilégier un autre scénario qu'un scénario aussi tristement banal que la mort parce qu'on est malade ou parce qu'on a eu envie de mettre fin à ses jours. Et dernière chose, évidemment, ce qui est terrible, c'est que à supposer qu'évidemment il soit mort de sa belle mort ou qu'il se soit suicidé, si c'est vraiment le cas, et ce qui semble être le cas, ça veut dire que sa mort est instrumentalisée pour des motifs qui sont quelque part malgré tout idéologiques. Et ça, c'est moins beau. C'est quelque chose qui humainement est pas extraordinaire. Bon, il faut dire que lui-même baignait dans un bain idéologique qui est quand même dans le barycentre et l'extrême droite. Il était contributeur pour Radio Courtoisie et pour Tocsin, qui sont des médias sur lesquels les théories du complot quand même diffusent largement. Lui-même avait eu quand même des positions plus que contestables sur ce qui se passait en Ukraine, dans évidemment une perspective très très pro-Kremlin. Donc voilà. Non, c'est une figure de la complosphère qui a relayé de nombreuses théories complotistes. Mais en fait, il y a un contexte en fait quand même, parce qu'ils ont des arguments, des complotistes qui suggèrent qu'il s'est pas suicidé. Voilà. C'est qu'il y a eu plusieurs agents de la DGSI qui se sont suicidés dans le parking, 2 ou 3, je crois 3, dans le parking, dans les souterrains, dans les sous-sols de la DGSI. Jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont pas des éliminations. Voilà. Mais donc il y a quand même ce halo de c'est bizarre, ces gens-là. Lui, il n'était pas agent en exercice, il travaillait à son compte. Il était un ancien officier, effectivement, d'enseignement. Voilà. Et puis il y a un autre contexte qui est une croyance complotiste qui a été très poussée ces dernières semaines, celle selon laquelle Emmanuel Macron, l'Élysée, disposerait d'un escadron de la mort, de plusieurs dizaines d'assassins. Et ça, c'est une idée, une théorie du complot. Ah oui, alors tout ce petit monde serait dirigé par Alexandre Benalla. Voilà. Et cette théorie du complot... Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de lui. Oui, c'est rigolo. Et cette théorie du complot, elle provient d'une ONG un peu mystérieuse qui s'appelle la Fondation pour combattre la justice. La Fondation pour combattre la justice, c'est un proxy russe qui d'ailleurs nous a attaqués, nous, en expliquant qu'on était à la main, on recevait nos ordres de l'Élysée, précisément, et qui était une création financée par Evgeny Prigojine. L'ironie du sort, c'est qu'Evgeny Prigojine, comme vous le savez, il est mort tragiquement dans un accident officiellement d'avion. Et là, selon toute vraisemblance, c'est un peu comme Alexei Navalny. Il y a quand même beaucoup de bonnes raisons de penser qu'il n'est pas une mort accidentelle. Et là, pour le coup, c'est pas du complotisme. On pourra en discuter, mais c'était assez logique pour Poutine d'éliminer Prigojine. C'était assez logique pour Poutine d'éliminer Navalny. Mais étrangement, ces deux-là, il y a peu de complotistes qui crient à l'assassinat. Voilà. Encore que pour Prigojine, je pense que même certains complotistes reconnaissent que bon, il fallait pas trop chatouiller Poutine. Bon, alors moi je voulais vous dire, les gars, je suis hyper content parce que on est tous les trois des agents du MI6. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est quand même pas mal. Alors, est-ce que tu pourrais t'appeler James Bond? Bon, ça fait longtemps. C'est pas la première fois. Je le prends à la rigolade, mais juste pour vous dire, on a été accusés d'être des agents donc du MI6, le service secret britannique, par le colonel suisse Jacques Bauer. C'est vrai, ça vient de lui. Lequel d'entre vous veut parler de cette Non, mais ce qui est marrant, c'est que on est, ou moi, en tout cas, je sais pas pour toi. Toi, oui, un peu MI6 aussi, mais c'est lié, Mossad, CIA. Ouais, mais pour la MI6, c'est lié au fait que toi et moi avons été invités il y a quelques années par un think tank britannique. Par un think tank on a fait aller-retour dans la journée et on leur a présenté ce qu'on faisait à Conspiracy Watch. Et avec notre meilleur anglais. Et il se trouve qu'après, il y a eu un hacking des bases de données de cette structure et qu'ils ont trouvé dedans effectivement des listes de noms de personnes qui étaient qui ont échangé des mails avec eux. Et ils appelaient ça les clusters par pays, ils appelaient ça les clusters, je sais pas quoi. Donc il y avait le cluster France. Et
Et donc ça a fuité, et tout de suite, ça a été récupéré, mais ça date il y a pas mal d'années. J'ai plus le truc en tête, c'était avant 2018. 6-7 ans, ouais. Et donc, à l'époque, déjà, j'avais eu quelques profils complotistes qui étaient un peu excités là-dessus en disant « Ah, vous êtes parti d'un truc gouvernemental, anglais, des renseignements anglais, etc. » Et puis, ça refait surface, effectivement. Il y a sur Tocsin par Jacques Beau. Quelques semaines. Et puis, il y a un deuxième compte, d'ailleurs, qui s'appelle le Tribunal Populaire, qui, lui, a repris cette information en cherchant des captures d'écran de ces informations qui avaient fuité, effectivement, en ligne. Et là, il y a eu toute une petite ébullition qui s'est mis en branle, une petite excitation autour de ça. Et autour, donc, du fait que toi et moi, donc on serait du MI6, mais bon, après c'est Conspiracy Watch, c'est toute la clique. Mais on avait eu déjà d'ailleurs des échos. Ça a été d'ailleurs relayé par l'ex-sénateur Yves Pozzo di Borgo, et qui donc a relayé ça tout récemment, qui a relayé d'ailleurs ce compte Twitter qui s'appelle Tribunal Populaire, qui est un compte complotiste vraiment assez radical. Et même Pozzo di Borgo, qui quelques mois auparavant nous avait accusé d'être toutes les semaines. C'est quasiment toutes les semaines. Qui nous avait accusé d'être des agents pilotés par la CIA. Il faudrait savoir. Donc on a un peu le cœur balance. Oui, après on peut considérer que MI6 et IA ça travaille ensemble. Voilà. Bon, mais ça change du Mossad du coup. Oui, le Mossad. Mais étrangement, pas la DGSE. Oui. On dit vous bossez pour l'Élysée, mais on ne dit pas la DGSE. Ouais. C'est peut-être moins glam. Ouais, c'est moins glam. Ouais. Bon, voilà. Non, enfin, en tout cas, c'est chouette, finalement, de bosser à Conspiracy Watch. On a tout dit ou on n'a pas tout dit pour cette semaine? Ouais, je crois. Je pense qu'on a tout dit. Ouais, allez, c'est bon. Alors, cette émission est réalisée comme à chaque numéro par Martin Béraud. Moi, je vous retrouve très rapidement dans un hors-série avec Pierre-Yves Beaurepaire. On va vous emmener dans les sociétés secrètes. Et on se dit à bientôt. Salut. Allez, ciao. Salut.